Bonjour, merci de vous être levé si tôt pour assister à notre atelier sur l'éducation. Donc, je suis Huguette Klein et je suis secrétaire générale de la CLÉ et présidente de l'association Réussir l'égalité femmes-hommes. Euh, Notre action, si je suis là au titre de l'éducation, c'est que c'est le champ d'action principal de notre association où nous intervenons dans les établissements scolaires, écoles primaires, collèges, universités, lycées, etc. Parce que nous pensons que l'éducation est la clé de tout. On ne pourra pas éradiquer tous les problèmes liés à l'égalité professionnelle, au choix des métiers, si dès le plus jeune âge, les enfants ne sont pas sensibilisés à, à ce que aux stéréotypes qui sont soit les soi-disant compétences féminines ou les compétences masculines. On ne pourra pas éradiquer les violences si dès le plus jeune âge, les enfants, filles comme garçons, ne sont pas conscients euh, que la chose première, c'est le respect de l'autre, respect envers les filles, respect envers les garçons. Beaucoup de jeunes femmes m'ont dit que, là, par exemple, la loi sur le harcèlement de rue, c'est une bonne loi, mais elle ne peut être efficace si elle ne peut pas être efficace si elle n'est pas accompagnée d'une éducation adéquate. De même, hier, on a parlé des problèmes de prostitution, hein, de la pénalisation du client, et beaucoup de personnes nous disent non, ça ne sert à rien. Moi, je dis si, euh, ça sert à ce que des jeunes garçons, en entendant ça, ils ont dans la tête que non, on ne va plus chez une prostituée comme ça pour s'entraîner, soi-disant, hein, mais que c'est un acte qui n'est absolument pas normal. Donc voilà, euh, pourquoi nous sommes tellement motivés par l'éducation. Par ailleurs, l'association REF a créé avec d'autres associations, surtout scientifiques, FLO, formation en ligne ouverte à tous, c'est-à-dire l'équivalent français du MOOC, ouverte à tout le monde pour sensibiliser et former jeunes et moins jeunes et adultes, à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, nous agissons surtout en France, mais notre forum est international aujourd'hui. Nous nous intéressons aussi à ce qui se passe partout dans le monde, mais on ne pouvait bien sûr pas inviter les pays du monde entier. Alors aujourd'hui vont être représentés le Gabon, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, au travers de représentantes que vous allez découvrir maintenant. Et donc, notre première personne, je dirais même personnalité, est son Excellence, Madame Rachel Annick Ougala Akiko, qui est ambassadrice, euh, représente, ambassadrice déléguée permanente de la République gabonaise auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'UNESCO, la science et la culture, représentante permanente de la République gabonaise auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a exercé beaucoup de fonctions, mais ce qui nous intéresse chez Rachel, c'est que c'est une femme très engagée sur les questions d'émancipation et d'autonomisation des femmes. Elle est l'initiatrice de la résolution ayant été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement relative à la création d'une entité portant promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles dans l'espace francophone. En 2017, elle a été l'initiatrice de la journée culturelle de l'Afrique centrale au sein de l'UNESCO, une opportunité de promouvoir les femmes diplomates de l'Afrique centrale au sein de l'UNESCO dans leur diversité et richesse culturelle. Et depuis 2020, elle est l'initiatrice de la journée de la femme de l'UNESCO. Elle a un palmarès très riche, hein, elle a la médaille de l'Ordre national du mérite, également la médaille du 53e régiment d'infanterie mixte coloniale sénégalais. Bon, voilà,
vraiment un panorama sans pareil. Donc, Son Excellence, l'ambassadrice, va nous parler des causes et des conséquences qui sont liées au manque d'éducation, la non-scolarisation des jeunes filles, ce qui aggrave inévitablement l'objectif à atteindre, celui de l'égalité des genres. Et face à ces défis aussi, quelle est la réponse de l'UNESCO sur tous ces enjeux, défis et de leur avenir? Voilà, Rachel, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment de me donner la parole. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang, grade et qualité, avant d'entamer mon propos, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum, l'association La Clé, pour cette belle initiative d'organiser en ces temps difficiles un forum international qui porte sur les droits des femmes, actrices incontournables au développement, mais dont les droits sont souvent, hélas, bafoués. Toutes mes sincères félicitations à vous tous pour ce riche programme au regard des sujets choisi. C'est donc un honneur pour moi d'être ici en ma qualité d'ambassadeur délégué permanent de la République gabonaise auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Huguette, j'ai été effectivement ambassadeur auprès de la francophonie, mais depuis 2017, je suis ambassadeur enfin ambassadeur du Gabon auprès de l'UNESCO. Donc, j'ai assuré cette fonction d'ambassadeur au sein des deux organisations dès 2015, mais après 2017, je suis ambassadeur du Gabon auprès de l'UNESCO. Donc, c'est un honneur pour moi, comme je disais, de me prononcer sur le thème éducation, scolarisation et égalité, quels enjeux pour les jeunes filles. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, pour une meilleure compréhension, définir les termes suivants: l'éducation, la scolarisation et l'égalité. L'éducation s'entend par la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. L'éducation d'une jeune fille est reconnue comme un des leviers les plus puissants pour sortir de la pauvreté et pour s'émanciper. La scolarisation de la jeune fille peut se définir comme un des leviers les plus puissants pour sortir de la pauvreté et pour s'émanciper. Scolariser une fille, c'est lui permettre de prendre confiance en elle, de faire ses propres choix et d'avoir accès à un métier pour construire son avenir. L'égalité, quant à elle, peut se définir par l'absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits. On parle d'égalité politique, civile, sociale. Mesdames, Messieurs, on ne peut parler d'enjeu si on ne fait pas rapidement un état des lieux. Faire un état des lieux, à notre sens, c'est donner quelques indicateurs. Faire un état des lieux, c'est évoquer également succinctement les causes qui constituent un handicap, un frein à l'éducation, la scolarisation et l'atteinte à l'objectif de développement durable en son chapitre 5, celui de l'égalité des genres. Faire un état des lieux, c'est évoquer aussi les conséquences liées à cet état de fait. Ainsi donc, selon une étude en 2020, dans le monde, 132 millions de filles entre 6 et 17 ans n'ont pas été scolarisées. Le nombre est en augmentation compte tenu du contexte sanitaire. Pourtant, on le sait tous, chaque année passée sur les bancs de l'école permet à une fille d'augmenter son revenu de 10 à 20%, ce qui participe directement au développement économique de son pays. Une fille, toujours sur les chiffres, une fille sur 4 ne va pas à l'école dans les pays en développement. 64 millions de filles sont astreintes au travail forcé. 12 millions de filles sont mariées de force chaque année. Près de 120 millions de filles, soit une fille sur 10 de moins de 20 ans, ont été confrontées à la violence sexuelle. En effet, les filles dans le monde et en particulier dans les pays en développement continuent d'être discriminées injustement en raison de leur sexe. Elles sont privées d'éducation parce qu'elles naissent filles. Les freins à leur éducation sont multiples. Nous avons donc quelques exemples: les traditions culturelles, l'ignorance des lois et du droit, la pauvreté, les violences à l'école et sur le trajet de l'école, les risques pour la santé, les mariages précoces et forcés, les grossesses précoces, l'absence de certificat de naissance, la traite et le travail infantile, la situation d'urgence, etc. Vous l'aurez compris, chers amis, la liste est très longue. Alors, quid des conséquences?
Mesdames, Messieurs, on le sait tous, la non-scolarisation des filles présente de graves conséquences sur la vie de chacune d'entre elles, mais aussi sur le développement de leur communauté et de leur pays tout entier. La non-scolarisation des filles les maintient dans un statut inférieur à celui des garçons. La non-scolarisation des filles ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Cette situation risque d'ailleurs de se perpétuer à la génération suivante, car une fille non éduquée ne peut pas comprendre l'intérêt de donner à ses enfants une éducation de qualité. La non-éducation des filles est un véritable manque pour le développement des pays. Enfin, la non-éducation des filles présente un risque important pour leur santé et celle de leurs enfants. Alors, face à ces défis liés à l'éducation, la scolarisation et les questions liées, d'égalité comme enjeu pour l'avenir des jeunes filles, quelle est la réponse de l'UNESCO? Comme vous le savez tous, l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Son siège est à Paris. Elle est composée de 193 États membres et a été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale à travers ses domaines de compétences. Elle est donc considérée par la communauté internationale comme le bras séculier des questions d'éducation et de scolarisation. Ainsi donc, prenons la mesure de la question dans son domaine de compétences qu'est l'éducation. L'UNESCO, par ses programmes et leur mise en œuvre, répond et continue de répondre efficacement à ces problématiques, la question de l'égalité des genres étant l'une de ses priorités avec une direction qui y est dédiée. Ces programmes visent donc à booster la problématique de la scolarisation des jeunes filles et d'en faire un enjeu majeur. L'UNESCO vise ainsi à encourager les efforts accomplis par les États membres pour éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes en mettant un accent particulier sur l'accès des femmes et des jeunes filles à l'éducation, la formation, l'enseignement technique et professionnel et aux professions traditionnellement réservées aux hommes en vue d'accroître la participation des jeunes filles et des femmes au développement. L'éducation des gens, comme je l'ai dit, est l'une des priorités de notre organisation et donc l'organisation applique la double approche visant l'intégration du genre et la programmation spécifique de la dimension genre dans les domaines cibles de son programme qui est présenté dans son plan d'action de l'UNESCO pour la priorité égalité des genres. Plus spécifiquement, l'UNESCO suit donc les progrès accomplis par la collecte et l'analyse de données sur l'éducation ventilée par sexe ainsi que par le suivi des instruments normatifs concernant l'égalité des genres. L'UNESCO aide les pays à développer leurs capacités nationales afin qu'ils puissent intégrer la dimension genre dans leurs lois sur l'éducation et dans leurs politiques et plans d'éducation. L'UNESCO appuie la formation des enseignants avec une pédagogie respectueuse du genre qui répondent effectivement aux besoins des apprenants masculins et féminins. L'UNESCO fait le plaidoyer de l'éducation des filles et des femmes dans le cadre de collaborations innovantes et multisectorielles comme le partenariat mondial pour l'éducation des filles et des femmes, une vie meilleure, un avenir meilleur. Elle s'efforce d'améliorer et de développer l'alphabétisation des filles et des femmes ainsi que leur accès à l'éducation formelle et non formelle. L'UNESCO appuie également l'élaboration des programmes d'enseignement et de manuels exempts de stéréotypes et de discrimination. Elle aide les pays à combattre les violences basées sur le genre et à créer des espaces d'apprentissage sûrs. Elle conduit des recherches politiques sur les entraves à l'avancement de l'égalité des genres et développe et renforce l'expertise et la base des connaissances. Elle collabore avec les partenaires pour un plaidoyer politique à l'échelle mondiale, régionale et nationale afin d'encourager l'égalité des genres. Pardonnez-moi. Excusez-moi, un petit problème technique. Une attention particulière donc est dédiée au plaidoyer mondial et au partenariat multisectoriel visant à promouvoir l'éducation des filles et des femmes, en particulier par le biais du partenariat mondial pour l'éducation des filles et des femmes pour une vie meilleure et un avenir meilleur. Donc, chaque année, le prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes récompense les innovations et contributions exceptionnelles d'individus, d'institutions et d'organisations en faveur de l'éducation des filles et des femmes. Ce prix
qui a récompensé ses premiers lauréats en 2016, est unique car il met en valeur les projets fructueux qui améliorent et promeuvent les perspectives éducatives des filles et des femmes et de ce fait leur qualité de vie. Tout en mettant en œuvre donc l'objectif de développement durable dans son chapitre 4, dont le but est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage, l'UNESCO donc a lancé en mars 2020 une coalition mondiale pour l'éducation des apprenantes et des apprenants. Donc, cette coalition vise à aider les pays à mobiliser des ressources. Elle vise aussi à rechercher des solutions équitables et un accès universel. Elle vise aussi à assurer des réponses coordonnées et éviter le chevauchement des efforts. Elle vise aussi à faciliter le retour des élèves à l'école, notamment les filles. Donc, face à tout cela, que peut-on préconiser? On l'a dit, alors que le Covid exacerbe des inégalités entre les genres, nous devons donc renouveler notre engagement en faveur de l'éducation des filles et des femmes. Les progrès dans ce domaine se répercutent sur plusieurs générations. Alors, quelles mesures préconise donc l'UNESCO dans ce cas? L'UNESCO donc préconise les mesures suivantes. Éliminer les disparités entre les genres. Toutes les filles enceintes et les jeunes parents doivent être soutenus pour aller à l'école. Tous les enseignants, conseillers scolaires et professionnels doivent recevoir une formation pour les aider à comprendre leurs propres attitudes et comportements en matière de genre. L'UNESCO aussi vise à encourager les programmes et manuels scolaires afin de représenter les femmes d'une manière qui ne perpétue pas les stéréotypes de genre. Tous les élèves doivent avoir accès à une éducation complète à la sexualité. L'UNESCO aussi encourage davantage de femmes à occuper des postes de direction afin de contribuer à changer les normes sociales et de genre et servir de modèle aux étudiants. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sur une plateforme comme celle que nous offre la clé, à qui je réitère mes sincères félicitations sans partager rapidement l'expérience de mon pays, le Gabon. En tant que sa représentante à l'UNESCO sur cette question capitale de l'éducation, la scolarisation, l'égalité comme enjeu incontournable pour l'avenir des jeunes filles, en effet, notre loi fondamentale, qu'est la Constitution, consacre l'éducation et la scolarisation pour tous sans distinction de sexe. Elle consacre également l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans les deux cas, il n'y a point de discrimination. Compte tenu du temps donc, qui m'est imparti, je vais juste prendre quelques exemples sur l'aspect égalité où les femmes occupent des places de choix dans mon pays. Je prends quelques exemples. Nous avons une femme première ministre, nous avons une femme présidente du Sénat, nous avons une femme présidente de la Cour constitutionnelle, etc., etc. Depuis 2015, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décrété 2015-2025 décennie de la femme gabonaise. Sur la scène internationale, vous l'avez dit, Huguette, pendant que j'occupais des fonctions d'ambassadeur du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons eu donc cette opportunité de présenter une résolution adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en 2016 en Tananarive à Madagascar pour créer une entité portant promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. C'est dire que la question d'éducation, de scolarisation et d'égalité concernant les jeunes filles préoccupe l'ensemble de la communauté internationale de manière générale. La mobilisation, elle est mondiale, mais elle est aussi régionale et elle est nationale. C'est ainsi que nous arriverons à atteindre les deux objectifs de développement durable dans leurs chapitres 4 et 5. Merci infiniment pour votre aimable attention. Voilà, merci Rachel pour vraiment cette description complète de ce qui se fait à l'UNESCO et voilà, bravo pour ce qui se fait au Gabon. Voilà, nous espérons que voilà, tout ça va progresser. Maintenant, je donne la parole à Kadia. Donc, Kadia, vous êtes française d'origine guinéenne, issue du monde de l'entreprise et vous avez
vous avez grandi dans un environnement diplomatique aussi, en Afrique et en Arabie Saoudite. Vous êtes diplômé d'un DEA de droit contentieux du commerce international et européen de l'Université Paris X. Vous êtes passionné par l'Afrique et l'Europe, vous êtes entrepreneur, expert dans la valorisation du capital humain et le dialogue social. Et voilà, comme Rachel, vous êtes aussi une femme engagée. Vous avez créé l'ONG Audacity for Africa en 2015 en Guinée pour la promotion de l'éducation en général et la formation professionnelle des jeunes et des femmes africaines dans les projets entrepreneuriaux. Et vous venez aussi en soutien auprès de plusieurs associations en France pour assurer leur visibilité, assurer le développement de leur réseau et leur trouver du financement. Vaste programme. Et donc, vous, Kadia, vous allez évoquer le volet entrepreneurial de la femme en général, les difficultés, les freins à l'émancipation et les opportunités à saisir. On vous écoute. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Huguette, de cette présentation. C'est très difficile de passer après mon amie Rachel, qui est une femme d'une grande inspiration et qui m'inspire. Voilà, moi, je suis ici aussi au titre pour représenter, pas la Guinée, enfin, en tant que Guinéenne, oui, mais surtout pour interagir en tant que personne de la société civile. La société civile, à côté des acteurs publics et des acteurs économiques sur les territoires, notamment en Afrique, qui est là aussi pour encourager, valoriser et promouvoir l'éducation et j'ai envie de dire l'instruction des jeunes filles et des jeunes enfants et en même temps apporter une visibilité à des rôles modèles qui peuvent inspirer les jeunes filles qui entreprennent. Rachel a brossé un tableau magnifique de l'éducation d'une manière générale dans le monde avec des chiffres à la clé, mais aussi en Afrique. Et j'ai envie de conclure en disant en citant Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est vrai que c'est une arme importante, surtout pour les jeunes filles qui sont pour la plupart en Afrique, Rachel l'a rappelé tout à l'heure, qui sont souvent victimisées, qui sont discriminées, alors qu'on sait que la femme est un pilier fondamental de la famille, est un pilier fondamental du continent et que c'est elle qui porte la famille, qui porte l'économie, qui porte le village et que quand elle est discriminée et qu'elle n'a pas accès à l'instruction, elle n'a pas accès à l'éducation, eh ben, ces enfants n'ont pas une éducation de qualité et effectivement, les facteurs sont assez multiples à ce sujet-là. Et Rachel l'a rappelé tout à l'heure, c'est des femmes qui sont en général subissent le mariage précoce, donc forcément elles ne peuvent pas accéder à l'école et qui sont parfois victimes de violences basées sur le genre. Alors oui, c'est vrai que l'éducation est importante, mais encore faut-il finir l'école. Et on note qu'effectivement dans beaucoup de pays, et c'est le cas certainement de la Guinée aussi, que je connais bien, puisqu'un chiffre rappelle, je vais juste vous citer ce chiffre-là, qu'en Afrique subsaharienne, plus de 56 millions de jeunes enfants de 15 à 24 ans n'ont pas achevé leur scolarité primaire. Et nous parlons ici d'un jeune sur 3. Quand on sait qu'en Afrique, il y a une explosion démographique et que c'est le continent de l'avenir, on dit que c'est le continent de l'avenir tant au niveau démocratique, puisqu'en 2050, on sera 2 milliards, c'est aussi le continent de la jeunesse, puisqu'on dit qu'en 2050, un jeune sur 3 sera, un terrien sur 3 sera en Afrique. Donc, vous imaginez l'éducation, la formation professionnelle est fondamentale. Donc, il faut encourager, et nous, notre rôle en tant que personne de la société civile, que ce soit Audacity, que ce soit d'autres associations qui sont actives sur le terrain, je citerai par exemple en Guinée le Club des jeunes filles leaders qui se bat contre le mariage précoce, il y en a d'autres sur le terrain pour justement permettre, sensibiliser les pouvoirs publics, sensibiliser la communauté humaine pour encourager les jeunes filles à poursuivre leur scolarité, que cette scolarité ne soit pas ralentie par le mariage précoce, que ça ne soit pas ralenti par les grossesses non désirées, parce que ça impacte finalement la jeune fille et ça impacte aussi le développement du pays et du continent. Par ailleurs,
vous avez parlé de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que cette jeunesse, elle est nombreuse. Pour ceux qui n'arrivent pas à finir leurs études, il y a aussi on va dire une obligation morale pour nous, en tant qu'acteurs publics de la société civile, d'accompagner ceux qui n'arrivent pas à finir leur éducation en leur offrant des outils et des clés pour entreprendre. Parce que l'Afrique, demain, avec 2 milliards de personnes, ben, il faut bien leur donner du travail. Chaque année, moi, je travaille dans les ressources humaines. Je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, je suis directrice du cabinet Afrique du cabinet Grant Alexander, qui est un cabinet de recrutement en France, mais je rayonne sur le continent africain et on vient d'ailleurs d'ouvrir un bureau à Abidjan. Donc, tous ces jeunes qui n'ont pas accès à la connaissance, à la formation professionnelle, qu'est-ce qu'on va en faire? Puisque chaque année en Afrique, 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail sans emploi. Et chaque année, il n'y a que 3 millions d'emplois créés. Donc, vous imaginez les difficultés que ça peut poser sur nos pays et les difficultés que ça peut poser, même pas pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, puisque tous ces jeunes qui ne trouvent pas du travail, on les voit, ils meurent dans les bateaux, ils prennent le bateau pour venir en France vers un supposé Eldorado. Nous, on a créé Audacity pour ça, c'est une petite association, mais notre ambition et notre engagement, c'est de promouvoir, c'est de sensibiliser tous les acteurs pour dire il faut qu'on prenne en main notre jeunesse. Et je sais que beaucoup de chefs d'État, Madame Rachel l'a rappelé tout à l'heure, et c'est le cas aussi du Gabon, qui ont fait de la jeunesse, du défi de la jeunesse, un défi prioritaire, un défi majeur pour le développement économique du pays. Donc pour nous, ce n'est pas que les États, c'est aussi nous, société civile, d'encourager cela, former les jeunes, leur donner du travail. Tout le monde ne peut pas être diplomate, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être, je ne sais pas, mais il faut trouver des clés pour que chacun trouve un emploi, puisque trouver un emploi, c'est gagner sa vie, c'est être autonome, c'est avoir accès à la santé, c'est donner une éducation digne à ses enfants. Voilà, donc je voulais un peu juste apporter cette petite contribution de mon métier autour de l'emploi et puis aussi promouvoir toutes ces associations sur le terrain qui se battent, même en France aussi, qui se battent pour donner envie aux jeunes d'entreprendre, donner envie de poursuivre les associations. Très récemment, j'ai fait la connaissance d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs qui essaye de mobiliser des cadres dans les entreprises pour aller parler aux jeunes dans des écoles, notamment dans les collèges en France, pour les sensibiliser à l'entrepreneuriat et pour leur donner ce goût de l'entreprendre. Parce que tout le monde ne va pas faire des grandes études. Il y en a qui vont peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir une certaine autonomie. Et pour ces gens-là, il faut leur donner le goût et cette culture du possible qu'on peut y arriver si on se met tous ensemble. Voilà. Merci Kadia pour cette belle énergie et cet espoir que vous nous donnez. Et voilà, on va certainement continuer à travailler ensemble parce que cet objectif est fondamental pour la réussite de nos jeunes, filles comme garçons. Voilà, effectivement, il y a des problèmes de scolarisation de filles, mais la société, il faut s'adresser aux deux, aux garçons et aux filles, parce que c'est ensemble, je crois, qu'on va avancer. Merci, Kadia. Alors, Léa, bonjour Léa. Bonjour. Bon, voilà. Bonjour à tous. Nous nous connaissons depuis très, très longtemps et je voudrais déjà te remercier, Léa, parce que c'est grâce à toi que Kadia et Rachel sont avec nous ce matin, puisque c'est toi qui me les as fait connaître. Je t'en prie, c'est un plaisir. Voilà, Léa, donc tu es une Française d'origine ivoirienne et tu es avocate au barreau de Paris, où je sais que tu aides beaucoup de femmes. Exactement. Voilà, et que par ailleurs, tu vas nous parler de ce que tu fais pour les jeunes, de l'association que tu as créée. Le nom m'est sorti de là. Un livre, une chance. Voilà, un livre, une chance. Donc, Léa, tu vas nous parler de tout ça. À toi. Merci. Avant tout, je tenais à remercier sincèrement la Clé, toutes ces petites mains qui ont œuvré pour l'organisation de ce forum international. C'est vraiment, malgré la condition
actuelle, la crise sanitaire, c'est vraiment un plaisir pour nous d'apporter notre contribution à cette œuvre. Et vraiment, merci pour toutes ces personnes qui sont au four et au moulin pour que ça soit une réussite. Alors, comme tu l'as dit, Huguette, je suis avocate au barreau de Paris, mais parallèlement, je suis engagée dans plusieurs associations, particulièrement Un livre, une chance que j'ai créé en 2016, même si les grosses actions n'ont débuté que l'année dernière. Alors, avec Un livre, une chance, on est parti d'un constat simple. De nombreuses écoles, de nombreux établissements scolaires, de nombreux jeunes, tout simplement, et particulièrement des jeunes filles, n'ont pas accès à l'éducation, à la lecture. Voilà, c'est un luxe dans bon nombre de contrées africaines. C'est un luxe, mais ces établissements publics, souvent, n'ont même pas de bibliothèque. Alors, je suis partie avec une amie, on a réfléchi, c'est d'ailleurs elle qui m'a motivée pour créer cette association. On s'est dit, mais pourquoi pas organiser des collectes de livres et nous les acheminons dans les pays concernés, en Afrique. L'année dernière, c'était la Côte d'Ivoire. Cette année, on a élargi le périmètre avec nos partenaires Audacity for Africa, ADRNS for Child. Donc, cette année, c'est la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Congo. Et on apporte à ces personnes dans le besoin, à ces personnes qui ne sont pas privilégiées, l'occasion de pouvoir lire, de s'évader par la lecture, de pouvoir aussi se former. Et nous avons eu des retours très positifs. Et pour tout te dire, l'année dernière, il y a même une ville qui avait ouvert une bibliothèque, mais qui n'avait pas de livres pour la fournir. Et on a également contribué en offrant un certain nombre de lots de livres à cette ville qui voulait vraiment aider sa jeunesse. Nous sommes ouverts à tout partenariat. L'idée pour nous, c'est que tous les jeunes puissent avoir accès à la lecture, que tous les jeunes puissent avoir accès à un minimum d'éducation, parce que je suis une passionnée de littérature et je sais comment j'ai pu m'évader, comment j'ai pu m'enrichir intellectuellement, parce que je lisais beaucoup et je lis toujours. Et c'est important d'offrir ça à cette jeunesse. Alors, sans plus tarder, de manière concrète, on va essayer de présenter quelques-unes de nos actions. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on essaie de faire humblement sur le terrain. Et juste avant la diffusion, on dit souvent éduquer une femme, c'est un proverbe arabe. Éduquer une femme, c'est former la société. Éduquer un homme, c'est former un individu. Et donc, ces jeunes filles, pour qu'on ne leur propose pas que le mariage forcé, l'excision et j'en passe, proposons-leur autre chose pour que la relève soit assurée. Je demanderai sur ces paroles à l'équipe technique de bien vouloir commencer la diffusion des vidéos et photos de nos actions. Bonjour, je suis Désirée Bagrou, présidente de l'association Au-delà des barreaux. Je suis par ailleurs juriste d'entreprise dans toutes les problématiques de lutte contre la délinquance financière. Alors, l'année dernière, nous avons reçu de la part de l'association Un livre, une chance, plusieurs cartons de livres. Ces livres nous ont permis, dans un premier temps, de faire des dons auprès de maisons d'arrêt parce qu'il nous est revenu que les détenus étaient en demande de livres, d'un côté pour pouvoir se cultiver, s'évader, et d'un autre côté pour aussi permettre aux personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des études ou qui ont un niveau scolaire vraiment basique de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Nous avons aussi mis en place une caravane de livres itinérante pour parcourir les maisons d'arrêt en sus de nos activités, proposer aux personnes détenues d'emprunter des livres ou d'avoir à disposition des livres le temps de la caravane afin toujours de se cultiver et de s'occuper sainement. Malheureusement, à la faveur de la COVID-19, nous n'avons pas pu initier la caravane, mais une partie des livres a effectivement été déposée dans plusieurs maisons d'arrêt à travers le pays et qui est à la disposition des personnes détenues.
Voilà, et nous sommes vraiment reconnaissants à Un Livre, une chance pour ce partenariat et nous espérons que dans les prochains mois ou les prochaines années, nous continuerons de faire des activités ensemble. Voilà, merci. De l'association Un Livre, une chance, je vous remets symboliquement ces livres et tous ces dons afin d'en faire bon usage et d'aider les enfants défavorisés sur le terrain et les accompagner dans l'éducation, qui est vraiment gage de réussite pour nous et pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que vous faites. Alors, je tenais à dire merci à l'association Un Livre, une chance, parce qu'avec tous ces cahiers, tous ces livres, c'est vraiment formidable. Nous avons une campagne en cours qui concerne 500 enfants vulnérables, donc soit malades, soit en détresse, soit avec les parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux. Et nous pouvons leur ajouter des livres qui vont leur permettre de rêver, qui vont leur permettre de s'ouvrir au monde, qui vont leur permettre de se construire, ainsi construire la nation. C'est plus qu'une chance. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à vous. Au nom de l'association Aux Créations d'un Livre. Merci à vous, merci pour ce que vous faites. Il y a ensuite une série de photos que je me permettrai de commenter pour vous expliquer également d'autres actions qu'on met en place. Ici, il s'agit de la marraine de notre collecte 2020 qui remettait à 2 bénéficiaires, une ONG d'initiative citoyenne et une association des cartons de livres. L'ONG d'initiative citoyenne qui œuvre sur le terrain pour l'éducation, mais aussi pour que ces enfants puissent acquérir des réflexes citoyens pour en faire des hommes et des femmes dynamiques demain. C'est la génération de demain qui est formée dès maintenant. Et cette association OSA, qui œuvre aussi bien dans l'éducation, mais pour des problèmes, je dirais, sociaux, des personnes qui n'ont pas des moyens pour se soigner, pour se nourrir et tout, elle œuvre sur les 2 volets. Et donc, la marraine au centre leur a remis, au nom de l'association Un Livre, une chance, plusieurs cartons de livres. Et des retours que j'ai pu avoir, les bénéficiaires sont satisfaits. Et on continuera certainement ce type de partenariat. Alors, la prochaine photo. Ici, c'est une dame qui œuvre au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Bouaké. Et bien, cette dame, elle est juste formidable. Elle venait de recevoir ses cartons de livres, alors elle était toute contente. Elle a décidé, parce que le niveau de plusieurs jeunes est très faible, elle a décidé de créer des ateliers de lecture. Elle a mis en place une bibliothèque itinérante. On peut passer aux photos suivantes. Oui, des bibliothèques itinérantes où elle réunit les enfants, et on poursuit avec les photos, où elle réunit les enfants et elle leur permet d'avoir accès justement à la lecture. Et donc, ce fut un plaisir pour moi de lui apporter ces cartons de livres. Et son sourire en dit long. J'espère qu'à l'avenir, on pourra lui faire un gros cadeau en lui offrant cette fois-ci une vraie bibliothèque. Elle est engagée sur le terrain et elle se dit, mon combat, c'est vraiment de permettre à ses enfants d'avoir accès à la lecture. Elle ne compte ni ses heures, ni son temps, mais c'est vraiment un engagement personnel. Et grâce à elle, de nombreux enfants ont pu avoir accès justement à ces livres, à la lecture tout simplement. Et enfin, je vous présente du coup l'affiche pour la collecte de cette année pour la Côte d'Ivoire, sachant que celle de la Guinée et du Congo est déjà bouclée. Et donc, nous avons terminé officiellement le 31 mars, mais des personnes nous disent qu'ils ont encore des livres pour nous. Alors, évidemment qu'on va les prendre et nous effectuerons l'acheminement vers la Côte d'Ivoire à la fin du mois d'avril. C'est pour vous dire aussi que cette action est concrète, c'est vraiment un engagement. Nous sommes à la recherche de livres neufs ou d'occasion. Nous voulons donner, comme nous l'avons dit sur l'affiche, une seconde vie à vos livres.
et contribuer humblement à la transmission du savoir en Afrique. Merci. Voilà, merci Léa. Voilà, j'ai pas consulté le chat, mais peut-être tu peux mettre une adresse si les gens sont intéressés par cette action. Je mettrai l'adresse de l'association, l'adresse Voilà. mail de l'association et un Voilà. contact téléphonique. Comme ça, on peut te contacter directement. Et voilà, nous allons changer de continent et nous allons en Afghanistan avec Louise Clément. Donc, Louise, vous êtes diplômée de Sciences Po Toulouse en relations internationales et gestion de crise depuis plus de 3 ans. Et vous êtes engagée pour défendre la cause des filles et des femmes afghanes. Après une première expérience professionnelle dans une entreprise d'informatique en Chine et 2 expériences en administration française et européenne, vous changez de voie pour vous engager dans la société civile afin d'agir de façon plus concrète pour approfondir votre engagement pour la défense des droits des femmes. Donc, vous rejoignez l'ONG Afghanistan Libre en 2018 en tant que chargée de suivi et de développement de projets, puis vous devenez directrice du bureau à l'été 2020. Aux côtés de Shekeba Hachemi, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, vous contribuez au développement de projets innovants mis en place dans les zones les plus reculées de l'Afghanistan. Des classes digitales, vraiment, voilà, je pense que vous allez nous en parler, pour les lycéennes afghanes, le soutien psychosocial pour lutter contre les violences de genre. Donc, je vous laisse la parole, Louise. Bonjour à toutes et à tous. Merci Huguette. Merci enfin de ce rendez-vous qu'on attend depuis oui. Très longtemps. Et oui, c'est à nos côtés depuis longtemps, Louise. Hein. Exactement. Oui, Shekeba Hachemi, qui aurait dû être à mes côtés, malheureusement s'excuse, mais elle ne peut pas être là pour des raisons de santé. Et donc, je vais essayer de rendre justice à son combat pour le droit des femmes en Afghanistan et au combat de mes sœurs afghanes. Donc, je vais commencer par vous parler de Shekeba parce que c'est Afghanistan Libre, c'est son association. Donc, elle l'a fondée en 1996 au moment où les talibans sont arrivés au pouvoir. Sachant que les talibans sont restés au pouvoir de 1996 à 2001 et ont mis en place le régime le plus répressif au monde pour les femmes. Donc, sous les talibans, les femmes n'avaient pas le droit de sortir de chez elles sans leur tchadri. Donc, c'est le voile bleu qu'on voit avec le grillage qu'on voit sur les photos. Elles n'avaient pas le droit de sortir de chez elles, n'avaient pas accès à l'éducation, pas accès à l'emploi, interdiction de sortir sans être accompagnée d'un homme. Et donc, tout est parti de là en 1996. Et sachant que Shekeba, donc, elle est afghane, elle a fui l'Afghanistan à l'âge de 11 ans, sous l'invasion soviétique. Donc, elle est arrivée en France et c'est en fait de là qu'est parti tout son combat parce que dans ces 2 semaines où elle a fui l'Afghanistan, elle a été séparée de sa mère et elle a fui à travers les montagnes à pied en tongs et avec un passeur homme qui a failli la tuer. Enfin, ça a été très difficile pour elle et elle s'est dit ce jour-là, plus jamais personne ne me parlera comme ça et plus jamais je me laisserai faire. Et c'est de là qu'est parti tout son combat pour l'égalité homme-femme. Et donc, en 1996, au moment où les talibans sont arrivés au pouvoir, elle a créé l'ONG Afghanistan Libre. Les premières années, ça a été surtout du plaidoyer auprès des grandes institutions internationales pour faire connaître la cause des femmes afghanes, pour essayer de sensibiliser et faire bouger les choses auprès des grandes institutions comme l'ONU, comme l'Union européenne, etc. Et elle est retournée en Afghanistan, donc dans la vallée du Panjshir. C'est la seule vallée qui a résisté sous les talibans, qui n'a pas été envahie. Et c'est là qu'elle a rencontré le commandant Massoud, donc qui est la figure de résistance contre les soviétiques et puis après contre les talibans. Et c'est lors d'un voyage en Afghanistan, enfin, dans la vallée du Panjshir, dans un camp de réfugiés, qu'elle a rencontré cette femme, donc, qui avait son tchadri sur elle, qui tenait ses 2 enfants et qui avait en plus un bébé dans les bras. Et donc, cette femme est venue vers Shekeba et lui a dit est-ce que tu peux m'indiquer où je peux aller m'asseoir pour nourrir mon bébé? Et en fait, cette femme n'avait pas compris que son bébé était mort. Et donc, Shekeba a récupéré l'enfant. Elle est allée voir une autre dame pour l'aider à prendre soin pour récupérer cet enfant mort. Et elle a pris soin de cette femme. Et cette femme lui a dit ma sœur,
la seule chose que tu peux faire pour moi aujourd'hui, c'est de recréer une école pour mes enfants pour que la vie continue et pour qu'ils puissent continuer à apprendre et en fait continuer à vivre. Et donc, c'est de là qu'est partie la première école d'Afghanistan Libre qui a été construite en 2001, donc dans la vallée du Panjshir, et qu'on soutient encore actuellement aujourd'hui. Et Afghanistan Libre, donc, on agit dans les zones, comme l'a dit Huguette, les plus reculées d'Afghanistan, donc dans les zones rurales, qui sont encore et toujours les zones les plus traditionnelles et les plus conservatrices. Là où 70% des Afghanes n'ont pas accès aux services essentiels, que ce soit l'éducation ou la santé, sachant que malheureusement, l'Afghanistan est toujours le pire pays au monde où être une femme, et le pays le plus dangereux pour les enfants pour la 5e année consécutive. Donc, on agit donc dans ces zones rurales, et le cœur de notre action, c'est vraiment l'éducation. Donc, je vais vous partager une petite vidéo de présentation pour que vous puissiez un peu mieux voir ce qu'on fait. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, vraiment le cœur d'action d'Afghanistan Libre, c'est l'éducation, et donc l'éducation des filles en zone rurale. Et donc, si on fait un peu un état des lieux des enjeux de la scolarisation des filles en Afghanistan, il n'est pas forcément positif. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits depuis 2001 et depuis la chute des talibans, sachant qu'en 2001, il n'y avait que 1 million d'élèves scolarisés en Afghanistan, uniquement des garçons. Et en 2016, il y avait déjà plus de 9 millions d'enfants scolarisés, dont 39% de filles. Donc, on pourrait penser que c'est positif, mais il y a encore dans ces 9 millions d'enfants, 3,7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, soit la moitié des enfants de 7 à 17 ans. Et sur ces 3,5 millions d'enfants, il y a 60% qui sont des filles, et ce chiffre monte à 85% en zone rurale. Donc, il y a eu d'immenses progrès qui ont été faits, mais les acquis sont vraiment fragiles, et l'éducation régresse, sachant qu'en plus, le Covid en Afghanistan a entraîné la fermeture des écoles pendant 6 mois. Donc, au-delà d'avoir une perte d'apprentissage à court terme, ça a aussi augmenté le risque d'abandon, ça a aussi augmenté le taux d'abandon scolaire des filles, car on sait que les filles sont les premières à quitter l'école en cas de crise. Et notamment, la pauvreté a explosé en Afghanistan à cause de la crise sanitaire du Covid. On est passé de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté à 18 millions en l'espace d'1 an. Et donc, les filles sont les plus à même de devoir quitter l'école pour aller travailler et assurer un revenu à leur famille. Et donc, il y a de nombreuses barrières qui existent encore aujourd'hui pour l'accès à l'éducation pour les filles en Afghanistan. La première barrière, c'est les normes sociales discriminatoires. Donc, comme je disais, on agit dans les zones les plus reculées, et là où les familles, c'est encore très difficile d'envoyer leurs filles à l'école. Et c'est là aussi où il faut faire le plus de sensibilisation pour faire comprendre en fait aux communautés, pour faire voir aux communautés les conséquences positives que peut avoir l'éducation d'une fille sur l'ensemble de la communauté.
Il y a aussi des barrières sur je ne sais plus qui en parlait de mes collègues, mais sur la reconnaissance des filles à l'état civil, c'est-à-dire que les familles vont plutôt privilégier de faire une carte d'identité pour les garçons, mais pas pour les filles. Or, c'est problématique parce que les filles on a besoin d'avoir une carte d'identité pour pouvoir aller le plus loin possible dans la scolarité, passer des concours, etc. Donc, il y a ça, il y a ces sujets, il y a l'insécurité, sachant que l'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre depuis 50 ans et que les choses, malheureusement, ne vont pas en s'améliorant et qu'on a l'impression, là, en 2021, qu'on est en fait retourné en 2001 au moment de la chute des talibans. L'insécurité est vraiment un énorme problème. Il y a un manque d'infrastructures énorme pour les écoles de filles, notamment. Il y a 41% des écoles qui n'ont pas d'infrastructures décentes. Il y a 30% des écoles qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Et il y a surtout 60% des écoles qui n'ont pas de toilettes. Et on sait que c'est extrêmement important, notamment pour les filles et pour l'hygiène menstruelle. On sait très bien que le fait d'avoir ces règles, ça contribue à un taux d'abandon scolaire des filles conséquent. Parce que si les filles n'ont pas accès à des toilettes décentes pour pouvoir se changer, etc., elles ne vont juste pas venir à l'école et ça crée énormément de problèmes et de décrochage scolaire. Et enfin, l'un des gros sujets aussi en Afghanistan, c'est le manque d'enseignants qualifiés et surtout le manque d'enseignantes. Dans certaines provinces, il n'y a que 10% des enseignants qui sont des femmes. Et en fait, c'est extrêmement problématique parce que, comme je disais, c'est encore un pays très traditionnel et conservateur. Et plus on monte dans les grades scolaires, plus les familles vont être réticentes à envoyer leurs filles à l'école si les enseignants sont des hommes. Donc, il y a encore énormément de challenges à adresser. Et comment nous, on y répond chez Afghanistan Libre, c'est grâce en fait à une forte implantation locale. On a une équipe, moi je suis juste la partie de l'iceberg, mais on a une équipe exceptionnelle à Kaboul qui risque sa vie tous les jours pour pouvoir mettre en place nos projets. Et en fait, la façon dont on agit, c'est qu'on a une approche, comme vous avez pu un peu le voir dans la vidéo, une approche intégrée et holistique qui fait qu'on va vraiment essayer d'accompagner les filles de l'enfance jusqu'à l'université et de vraiment mettre en place un parcours éducatif intégré qui va s'attaquer en fait à chaque barrière, à toutes les barrières que je viens de citer et pouvoir accompagner les filles le plus loin possible dans leur scolarité. Donc, on a des activités bien évidemment transverses avec énormément de sensibilisation dans les communautés. C'est la première étape avant chaque projet, c'est d'aller voir les communautés, les sensibiliser à toutes les conséquences positives que peuvent avoir nos projets et le fait de laisser les filles aller à l'école. On a un projet que vous avez vu dans la vidéo qui s'appelle One Light, One Tazkira. On va aider la Tazkira, c'est la carte d'identité afghane. On va aider les filles en fait et les familles à enregistrer leurs filles à l'état civil pour qu'elles puissent en fait avoir une existence légale et qu'elles puissent par la suite pouvoir faire ce qu'elles veulent, on l'espère. Et on a aussi des projets d'infrastructures, de rénovation des infrastructures et notamment donc, des toilettes, comme j'en parlais tout à l'heure, qui est essentiel à une éducation de qualité pour les filles. Et après, donc, notre parcours intégré, il commence avec la création de crèches, parce qu'en Afghanistan, il n'y a aucune structure d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans, donc c'est essentiel. On sait le développement de la petite enfance, toutes les activités d'éveil, on sait à quel point c'est essentiel pour le développement, le bon développement d'un être humain. Donc, on a ce projet-là et c'est aussi un moyen de garde en fait, pour nos professeurs femmes et ça leur permet de travailler. Donc, vous voyez un peu, on essaie vraiment d'avoir nos projets complémentaires et que ça puisse vraiment être holistique et de un peu tout prendre en compte dans la manière dont on pense nos projets. Ensuite, on a énormément de formations. On a fait beaucoup de projets de formation des professeurs et notamment des professeurs femmes. Et là, on a un projet dont on est extrêmement fiers, dont parlait Huguet tout à l'heure, c'est les classes digitales. Et les classes digitales, en fait, c'est une formation numérique professionnalisante pour les lycéennes de 15 à 17 ans. C'est en 3 ans et on apprend aux filles, en fait, à l'informatique, à coder et on a un deuxième volet qui est les cours d'anglais. Et c'est vraiment dans une perspective de professionnalisation de ces filles et de pouvoir, en fait, leur ouvrir des opportunités d'abord universitaires et ensuite des opportunités professionnelles.
Et c'est un projet extrêmement innovant parce qu'on est dans des zones où il n'y a que 10% des maisons qui ont l'électricité. Donc, on a d'abord renforcé les capacités énergétiques avec des panneaux solaires, etc. Et on a mis en place ces classes digitales dans des zones où il n'y a pratiquement rien. Et en fait, on se rend compte qu'au-delà d'offrir, de renforcer les capacités de ces jeunes filles-là, ça leur ouvre aussi de nouvelles perspectives d'avenir et en fait, ça leur donne des raisons de se battre. On a des jeunes filles qui nous ont, notamment je pense à une jeune fille en particulier qui s'appelle Rovida, qui pendant la fermeture des écoles l'année dernière, son père en fait avait prévu de la marier. À l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans. Et en fait, grâce à ces classes digitales et grâce à l'espoir que ce projet lui a apporté, elle s'est battue aux côtés de sa mère pour en fait ne pas s'opposer à son père et ne pas se marier à l'âge de 16 ans avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle a réussi à faire changer d'avis son père et aujourd'hui elle étudie dans une des meilleures universités de Kaboul et elle est en passe de réaliser son rêve de devenir prof d'anglais. Et ça pour nous il n'y a rien de plus valorisant et de plus génial que ça. Donc c'est pour ça qu'on continue à se battre. Et en conclusion, je conclurai sur le fait que pour l'Afghanistan en particulier, nous, notre pire crainte, c'est le retour des talibans. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre ça, mais nous, on va continuer parce qu'on est persuadé que l'éducation des filles, c'est la clé pour le progrès, c'est la clé, et l'éducation en général, même pas que pour les filles, parce que c'est essentiel aussi pour les garçons, mais c'est la clé contre l'obscurantisme. Et on sait que lorsqu'elles sont éduquées, les femmes, elles acquièrent un pouvoir, elles peuvent participer activement d'abord au développement économique et social, mais même politique de leur communauté, puis après à un niveau plus général de leur pays. Et on sait que quand elles sont éduquées, elles ont une capacité de prise de décision pour leur famille, pour elles-mêmes, pour leur communauté qui est bien plus développée, et qu'au final, ça contribue au développement de toute la société et à réduire la pauvreté et à agir en fait sur l'ensemble de la communauté. Et c'est pour ça que nous, jusqu'au bout, on va continuer à se battre pour l'éducation des filles. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci Louise pour ces informations. Merci à toutes parce que vraiment vos interventions étaient d'une richesse et ça se voit dans les commentaires. Je ne sais pas si on a encore du temps parce que je crois qu'il nous reste que quelques minutes. De toute façon, je dirais que c'est un début pour nous. Nous souhaitons évidemment rester en contact avec vous puisque nous avons à la clé une commission éducation que j'anime avec Léa. Et donc, je pense que c'est une occasion de continuer à travailler ensemble, de voir ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer l'éducation de ces jeunes filles et garçons aussi. Alors, je lis les questions, on verra si vous avez le temps d'y répondre. Pouvez-vous nous citer quelques exemples d'actions mises en place par les gouvernements d'Afrique de l'Ouest pour lutter contre les stéréotypes? Et pour Rachel, quels moyens l'UNESCO se donne-t-elle pour s'assurer que les États membres mettent en application ces prescriptions? Alors voilà, 1 minute pour répondre. Je suis désolée, mais c'était tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. On va laisser Madame l'ambassadeur Rachel répondre et on fera le reste dans la limite du temps. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de reprendre la parole après tous ces témoignages émouvants, toutes ces actions que nous venons de voir. Alors, pour répondre à la question, je voudrais d'abord aussi profiter, puisque j'ai la parole, je voudrais vraiment féliciter Louise, Kadi et Léa pour toutes leurs actions, pour toutes leurs ONG, pour ce qu'elles font en faveur des filles. Alors, je vois la question, oui, pouvez-vous nous citer quelques exemples d'actions mises en place par le gouvernement d'Afrique de l'Ouest? Le Gabon est en Afrique centrale. Et alors, pour lutter contre les stéréotypes de genre, nous avons, il faut dire qu'on a au Gabon un ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. On a effectivement déjà, je l'ai dit, la Constitution consacre l'égalité entre les femmes et les hommes.
J'ai dit, on a aussi le ministère de l'Éducation nationale qui rend obligatoire la scolarisation des filles. Mais vraiment répondre très rapidement comme ça. Alors, quels sont les moyens mis en place par l'UNESCO? Ben, l'UNESCO n'est pas le gendarme, mais l'UNESCO, en effet, vient en appui des politiques nationales mises en place par tous les pays membres, les 193 États membres. L'UNESCO a des bureaux régionaux et donc l'UNESCO aussi, par exemple au Gabon, l'UNESCO a un bureau et l'UNESCO donc vient en appui par rapport à ce que nous, le Gabon, on a mis en place pour favoriser donc l'accès des filles à l'école et des garçons, puisqu'il n'y a pas de discrimination. L'UNESCO aussi peut allouer des fonds selon les projets que nous soumettons. Donc, voilà, qui sont donc les projets, s'ils sont retenus, l'UNESCO alloue des fonds. Voilà, j'espère avoir répondu, mais vraiment de manière succincte et très rapide comme ça. Mais bien sûr qu'on pourra toujours, après, s'il y a un rapport qui est fait, je suis sûre que la clé en fera, je pourrai répondre plus longuement. Merci beaucoup, Huguette. Voilà. Merci à vous toutes. Et pour terminer, à la fin de ce forum, lors de notre plénière de mercredi, de demain après-midi, nous allons remettre les recommandations à la ministre Elisabeth Moreno, à l'ONU, pour le forum Génération Égalité qui se tiendra au mois de juin. Donc, notre recommandation, voilà, elle n'a rien d'extraordinaire parce que c'est l'ordinaire qu'il faut assurer, c'est garantir la scolarisation des filles à tous les niveaux de l'enseignement dans tous les pays, condition indispensable de leur autonomisation et y mettre les moyens, tous les moyens nécessaires. Voilà, merci à vous, à vous toutes et tous qui avez participé. Si vous souhaitez continuer à travailler sur l'éducation, il y a le mail de la clé que vous trouvez sur le site de la clé pour continuer à partager et à œuvrer pour l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci.